Bonjour, mon nom est François Potier-Bouchard et je suis chanteur, je suis ténor au sein du Quatuor vocal Quartz, Quatuor a cappella, et je suis aussi l'arrangeur principal du Quatuor. Et c'est à titre d'arrangeur que j'ai donné l'autre jour un petit atelier d'écriture où on a jasé de comment mes techniques d'arrangement ont évolué au fil des années. Ça fait une bonne quinzaine d'années maintenant que j'écris pour le groupe. Voilà, je vais essayer de vous résumer en un genre de 5 minutes ce dont on a jasé. Première affaire dont on a parlé, je pense que c'est l'importance d'aller chercher une bonne formation. Je pense qu'on ne peut pas passer à côté de ça. Pour être un bon arrangeur, il faut aller à l'école. Dans mon cas, j'ai eu la chance d'aller au Conservatoire de musique de Trois-Rivières. J'ai eu Gilles Bellemare comme professeur d'écriture. J'ai étudié l'harmonie, le contrepoint, la fugue, l'orchestration. Donc, aller chercher une bonne formation, je pense que ça vaut vraiment, vraiment la peine. Ça ne veut pas dire qu'on fait des devoirs d'harmonie puis des devoirs de contrepoint pour le restant de ses jours, mais d'être conscient des règles et de les avoir intégrées, les règles, je pense surtout au contrepoint, mais aussi à l'harmonie, d'être conscient de tout ça, de savoir, oui, on peut écrire des quintes consécutives, on peut écrire des octaves consécutives, on peut transgresser les règles, mais si on le fait de façon consciente puis que c'est voulu, je pense que ça fait une grosse différence sur notre façon d'écrire. Euh, Par exemple, je ne sais pas, moi, j'ai le bon piano devant moi. Si je veux que ça sonne plus pop, ben c'est sûr qu'il va y en avoir des power chords. Je ne sais pas si je veux faire là, je viens de faire plein de quintes consécutives, mais c'est voulu. Sauf que quand je veux avoir quelque chose qui sonne plus classique, mettons, là, je viens de faire deux belles quintes. Puis tout à coup, dans mon éthique à moi, j'ai mal intérieurement parce que je m'étais enligné dans quelque chose qui sonnait plutôt classique, choral. T'sais. Donc, c'est d'être conscient de ces règles-là. Même chose pour le contrepoint. Il y a plein de règles du contrepoint qui, je pense, viennent de l'évolution à travers des centaines d'années d'observation de qu'est-ce qui sonne bien et qu'est-ce qui sonne pas bien. C'est aussi simple que ça. En tant que chanteur, j'ai pu le constater. Par exemple, il y a une règle dont je me rappelle comme ça qui veut qu'on ne peut pas faire un saut d'octave et continuer dans le même sens que le saut d'octave. Par exemple, on a le droit d'écrire, je sais pas moi, ça va. Mais je peux pas écrire. Pourquoi? Je pense que, ben, premièrement, le registre commence à être un petit peu large là, de do à fa. C'est encore correct parce qu'on a le droit à un octave et une quinte normalement. Mais si je chante do, ré, mi, fa, do, ré, mi, fa, c'est sûr qu'il va y avoir des notes négligées là-dedans parce que je change de registre complètement, je change ma façon de placer ma voix. Puis soit le do grave, soit le do aigu va être difficile à chanter. Donc, c'est pas agréable à chanter, puis c'est pas très esthétique. Il y a plein de règles comme ça en contrepoint qu'on n'est pas obligé évidemment de tout respecter dans tous les arrangements parce que ça serait un casse-tête, mais d'en être conscient puis de développer des réflexes, une espèce de discipline d'écriture, je pense que c'est une bonne chose. J'ai ma petite liste d'épicerie à côté, donc quinte consécutive, octave consécutif, on en a parlé. Distance entre les voix. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup observé. Dans mon atelier, on parlait du barbershop quartet au début de l'atelier. Le barbershop, c'est souvent écrit dans les harmonies très, très, très proches. C'est souvent des accords à quatre sons, souvent des neuvièmes ou des septièmes. Dans le cas d'une neuvième, il faut sacrifier une note dans l'accord, mais vous voyez le genre, je ne sais pas moi. Je vais recommencer ma petite tentative. Mettons, je ne sais pas moi. Ce genre d'harmonie-là qui sont très, très, très proches. Il n'y a pas de trou. Hein. Mettons Ré, Fa, La, Ré. Dans un contexte choral, ça va être plus ça ici, la distance entre les notes. Ou ben non, ou ça. Euh, Portez attention à ça. Plus les notes sont loin les unes des autres, plus c'est difficile d'avoir une belle justesse. Je pense à, tiens, j'ai un flash comme ça, Lococysté de Bruckner. C'est assez classique comme façon de placer les voix, mais étonnamment, c'est tellement difficile à chanter juste dans cette pièce-là. Peut-être parce qu'il y a une grosse distance entre chacune des notes. Évidemment, là, faut pas non plus se badrer, il faut être capable d'écrire de la musique, puis il faut que les gens se pratiquent, puis qu'ils chantent juste. Mais sachez que les harmonies plus proches les unes des autres, c'est plus facile de faire résonner l'accord. La pire affaire que vous pourriez écrire, c'est, mettons, basse, ténor, alto, soprano. Ou ben non, encore pire. Basse, ténor, alto, soprano. Vous n'allez jamais entendre un accord de Do majeur avec ça. Ça va tout le temps juste sonner
puis un peu faux, puis les résonances vont être bizarres. Ça aussi, c'est une règle en harmonie que j'applique tout le temps. Éviter d'avoir un gros trou entre plusieurs voix. Comme par exemple, si j'ai deux voix collées, ou comme ça, pas très efficace. Ce genre de choses-là. Mais encore là, c'est toutes des affaires qui s'apprennent à l'école. C'est des techniques comme ça que je pense qui sont bien d'intégrer. Le registre des voix, pensez toujours à ça si vous écrivez pour, ben, que ce soit pour n'importe quoi, hein, pour la voix ou pour des instruments. Les instruments, c'est facile, là, il est écrit dans le traité d'orchestration. Mais pensez au timbre aussi. Là, je dévie de l'arrangement vocal, mais par exemple, une clarinette sonne pas du tout de la même façon dans le registre qui est un peu l'équivalent d'un ténor, mettons ici, que dans l'aigu, que dans le chalumeau ou dans l'aigu, dans le pit, ça va être différent. C'est la même chose avec la voix. Si, moi, je suis ténor personnellement, donc un do, si, la, ça ne sonnera pas comme dans mon registre plus confortable qui est ici. Où est-ce que j'ai beaucoup plus de flexibilité, c'est beaucoup plus facile pour moi d'avoir le contrôle sur ma voix, tandis que si vous me faites chanter du ça va sonner tout croche. Donc, évidemment, quand vous écrivez pour chorale, évitez d'écrire dans des registres qui n'ont pas de bon sens et évitez de jouer avec la limite. Faites pas chanter vos sopranos au-dessus du sol pendant 15 minutes, ils vont mourir. Donc, d'être conscient de ça, tout le temps se mettre dans la peau du chanteur ou de l'instrumentiste, c'est plus des règles d'orchestration, mais soyez conscient de ça. Le mouvement conjoint versus mouvement disjoint. En chant, c'est très difficile de chanter juste avec du mouvement qui est perpétuellement disjoint. Par exemple, ce qui est très facile à jouer pour un violon, par exemple, faire ça, ce sont des cordes ouvertes. Pour un chanteur, c'est l'enfer de faire sol, ré, la, mi. J'imagine que vous n'écririez jamais ça. Mais par exemple, une ligne qui ferait, je ne sais pas moi, c'est pas évident. Tandis que si j'écris tout simplement, c'est beaucoup plus facile à chanter. Par exemple, mouvement conjoint chromatique, pas évident pour des chanteurs. Montée chromatique, c'est pas si pire. Mais descente chromatique, par expérience, j'ai toujours trouvé que c'était plus difficile pour la justesse. Mettons, je sais pas moi, quelqu'un qui est à la basse, qui doit chanter da, 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 da. À moins d'avoir une super bonne formation en harmonie puis d'être conscient de c'est quoi la fonction de la note dans l'accord. Puis dans un bon groupe a cappella, je pense que c'est obligé pour la base d'avoir une conscience de c'est quoi la fonction de la note dans l'accord. Mais si la personne ne pense que mélodique, il va prendre le chant ou il va y avoir des fois qui ne va pas marcher. Comme là, je viens de faire une belle petite quinte, une belle petite sixte allemande. Le la bémol ne sera pas tout à fait juste pour une raison inconnue. Donc, éviter les descentes chromatiques, même les montées chromatiques, pas évident. Les sauts de triton, on en a parlé tout à l'heure, pas évident non plus à chanter. Donc, encore là, je me ramène aux règles de contrepoint. En contrepoint, il n'y a jamais ça, une descente chromatique. Donc, en fait, avoir le souci de la beauté des voix en contrepoint, c'est ça la base. Là. En a cappella, ben, j'ai découvert avec le temps que non seulement ben, c'est plus beau si chacune des voix est intéressante à chanter, mais en plus, tout le monde va avoir plus de fun, puis ça va être beaucoup plus facile à apprendre que s'il y a une voix un peu bouche-trou qui chante des affaires qui n'ont pas de bon sens. Ensuite, homophonie. C'est beaucoup plus payant d'avoir des paroles ou des onomatopées ou des rythmes aussi qui sont en homophonie que plein de voix disparates. Je trouve qu'en acapella, souvent, on essaie de boucher les trous, on essaie d'imiter les instruments, on essaie que ça sonne pas vide. Puis en essayant de faire ça, souvent, si j'ai maximum 3, 4, 5 voix à écrire, bien là, on essaie d'attitrer à chacune des voix un élément particulier, rythmique ou en onomatopée, en différents sons. Et le résultat, c'est que ça sonne vide. Il n'y a rien qui résonne avec rien. Il n'y a rien de plus agréable que d'entendre une belle section de corps français qui font un beau pad, puis c'est beau, juste la beauté du son, c'est beau. C'est la même chose en acapella. Évidemment, on ne va pas toujours écrire des ballons puis des valeurs longues, sauf que sachez que c'est très payant. En fait, n'ayez pas peur de faire confiance à la beauté de 4 voix ou plusieurs voix qui résonnent les unes avec les autres sans flafla, sans onomatopée hyper rythmique. Je donnais l'exemple de notre arrangement de I'm Yours qu'on a fait il y a plusieurs années. Tu t'en souviens, moi, ça? Non, ouais. I don't understand. C'est quoi déjà les paroles de ça? But I won't hesitate no more, no more. Puis on l'a simplement harmonisé comme ça. But I won't hesitate no more
tout le monde chante les paroles. En fait, les 3 voix aiguës chantent les paroles avec la basse qui fait juste. Au piano, ça sonne un peu plate, mais vocalement, c'est super efficace. Ensuite, la longueur des notes. Ah oui, ça, autant pour des bois que pour des chanteurs, pensez à la longueur des notes et pensez respiration. Euh, je pense que c'est un peu se mettre la tête dans le sable d'écrire des notes sans qu'il y ait aucun silence jamais dans la partition en se disant les chanteurs respireront bien quand ils veulent. Ce que ça va faire, c'est que personne ne va respirer en même temps ou les gens vont se rendre à bout de souffle puis ils vont sauter des notes. Si vous voulez avoir le résultat le plus proche possible de ce que vous avez en tête, pensez respiration. Et puis les gens vont respirer dans les silences et puis ben, ça va sonner bien mieux puis ça va être moins le bordel. Ensuite, onomatopée. Je me suis fait poser la question, c'est quoi les meilleures voyelles, c'est quoi les meilleures consonnes? Souvent, c'est O, A, Do, Da, No, Na. Faites des essais. Je pense que, évidemment, I, U, c'est un peu bizarre comme onomatopée en général, je trouve, surtout en pop. Ce que j'ai commencé à faire avec les gars de Quartz, c'est d'écrire en alphabet phonétique dans les partitions, surtout que là, maintenant, on travaille à distance, puis on apprend nos trucs à distance, puis là, bang, on arrive au show, puis il faut faire la chose après avoir répété très peu. Il y a une différence entre A, O, A. Donc, pensez à votre affaire, soyez le plus précis possible, je pense, dans vos arrangements. En tout cas, moi, c'est une discipline que j'essaie d'avoir, comme je vous disais, le rythme, les silences, les onomatopées, les nuances aussi. Écrivez des nuances, ça vaut la peine pour avoir encore là un résultat qui est proche de ce que vous aviez en tête. Après ça, je me suis pris une note parole ou pas parole. Souvent, ben, il y a une mélodie hein, quand on écrit pour chorale ou pour groupe a cappella. Vous avez le choix, hein, soit d'accompagner la mélodie avec les paroles de la chanson en différé ou ben non des onomatopées. Avec l'expérience, je trouve, mais ça c'est mon goût personnel, que vaut mieux, si on veut accompagner la mélodie avec les paroles de la mélodie, vaut mieux le faire en homophonie plutôt que ça soit décalé, puis que là, on entende plein de paroles en même temps, que ce soit plus difficile d'entendre c'est quoi les paroles de la chanson. Donc, soit des onomatopées qui ont un autre rythme que la mélodie, ou soit la mélodie en homophonie, donc en harmonie. Souvent, moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire un peu les deux. C'est de faire la mélodie, question qu'on soit bien capable de la cerner, de faire des ou à ou, par exemple, je dis n'importe quoi, mais autour de la mélodie. Puis là, tout à coup, tout le monde chante le rythme de la mélodie avec les paroles de la mélodie en homophonie pour revenir ensuite à des onomatopées. Bref, amusez-vous avec ça. Mais si j'avais un conseil à vous donner pour parole ou pas parole, pour les voix d'accompagnement, évitez d'écrire, comme je vous disais, d'autres rythmes que la mélodie et surtout d'exposer les paroles de la mélodie en avance sur le lead singer. Ça, c'est comme, c'est un peu bordélique, c'est pas une bonne idée. Prévoir les respirations, j'en ai parlé, je descends ma liste d'épicerie. Adapter le niveau de difficulté. J'écris pas de la même façon pour le quatuor vocal quartz que quand je fais un arrangement pour un chœur amateur, par exemple. Ça donne absolument rien d'écrire quelque chose de savant et difficile pour un chœur amateur. Ils n'auront pas de fun, puis ça sera pas, tu sais, les gens sont là pour avoir du plaisir. Ils n'auront pas de plaisir à avoir de la misère à chanter. Donc, adapter pour que ce soit un bon défi, que ce soit le fun, puis que les gens se sentent fiers d'avoir réussi quelque chose de beau ensemble. Mais bref, ayez conscience de pour qui vous écrivez. Même chose si vous écrivez pour un orchestre de jeunes versus un orchestre symphonique professionnel, ben, on adapte, évidemment. Ensuite, si je parle d'arrangement a cappella, je pense qu'il faut passer outre le tour de chant. Je pense qu'il faut passer au-dessus du niveau où on se dit, ben, je vais réinventer la chanson. Ben, c'est-à-dire, je vais réécrire la chanson sans instrument de musique. Je pense que justement, il faut la réinventer. Il faut penser, est-ce que je garde le même style que la chanson originale ou est-ce que, mon Dieu, ça fait 15 minutes que je passe, c'est épouvantable, je vais rapper ça. Est-ce que je veux garder le style original de la chanson ou bien donc je veux aller dans un autre style, est-ce que je veux y aller plus lent, plus vite? Est-ce que je module? Est-ce que je change l'harmonisation? Ayez cette réflexion-là au-delà de juste reproduire la chanson sans instrument de musique, ce qui est un peu notre tendance au début. Puis à un moment donné, on s'est dit, ben, c'est pas assez, c'est un tour de chant, sinon ça ne vaut pas la peine. Ça devient un peu, ben oui, ça vaut la peine parce que c'est impressionnant de la cappella, mais profitez-en, réinventez la chanson que vous voulez arranger.
faire des medleys, faire des mash-ups. Moi, j'aime beaucoup plus faire des mash-ups que des medleys parce que justement, dans un mash-up, tu peux recréer la chanson, tu peux prendre le style d'une chanson A, l'appliquer à une chanson B, et puis vice-versa. Tu peux jongler avec tous les éléments. Puis quand je fais ce genre d'arrangement-là, ma petite méthode à moi, c'est que je commence par aller vraiment chercher tout le matériel thématique. Je vais évidemment prendre en dictée la mélodie, m'annoter c'est quoi les accords qui vont en dessous. Est-ce que, bon, premier inversement, position fondamentale, souvent en pop, c'est tout le temps en position fondamentale. Donc, il y a moyen de justement s'amuser et faire autre chose que ça. Prendre en dictée aussi tous les éléments thématiques qu'on reconnaît dans l'original. Est-ce que je m'en sers? Est-ce que je ne m'en sers pas? Est-ce que je le transforme? Est-ce que je m'amuse avec ça? Est-ce que je prends le petit riff d'accompagnement de la chanson A puis je l'applique à la chanson B? Est-ce que le bridge de la chanson B fit super bien sur le refrain de la chanson A? Bref, de voir quelles sont les pièces du puzzle, c'est quoi les ingrédients de ma recette, puis après ça, je pars ma recette. Puis souvent, je ne panique pas, je prends en dictée tout ce que je peux prendre en dictée, puis pendant ce temps-là, je pense que mon inconscient travaille, puis à un moment donné, j'ai une idée, puis là, je commence à bâtir. Avant de commencer l'arrangement, c'est comme écrire une dissertation. Faites-vous une structure, autant une structure formelle qu'une structure harmonique. Quels sont les accords que je veux employer? Est-ce que je veux varier les accords? Souvent en pop, encore là, c'est sans dire que c'est pauvre parce qu'il s'écrit des très, très belles chansons qui sont très riches harmoniquement maintenant, et c'est tant mieux. Mais est-ce que je veux modifier les accords? Est-ce que je veux, au fil de la chanson aussi, changer les accords? Est-ce que je veux faire autre chose que tout le temps 1, 4, 5, 1? Ça serait le fun que oui. Donc, bref, réfléchissez à ça. Puis après ça, amusez-vous. C'est aussi simple que ça. Ça résume, je pense, ce dont j'ai parlé pendant beaucoup trop longtemps et j'ai beaucoup trop dépassé mon 5 minutes, mais j'espère que ça vous a donné quelques petits trucs pour vos futurs arrangements. Amusez-vous et puis je vous dis à la prochaine.